ce nouvel épisode des Carnets secrets, nous nous rendrons au Mans pour suivre le Grand Prix de France 1967. Puis nous irons à Monza pour le Grand Prix d'Italie et à Silverstone pour le Martini Trophy 1968 et pour le Grand Prix de Grande-Bretagne édition 1969. Nous retournerons en Italie pour le Grand Prix Formule 1 de 1970 et après une petite visite des usines Ferrari, nous suivrons les 1000 km de Monza. Enfin, nous reviendrons une dernière fois à Silverstone pour le Grand Prix 1973 pour voir les dernières images tournées par John Tate avant qu'il ne pose définitivement sa caméra. Été 1967, j'arrive au Mans. La Formule 1 version 3 litres est désormais bien rodée. Cooper a remporté la dernière course de l'année 66 grâce à John Surtees et a également brillé à Kyalami où Pedro Rodriguez a remporté la première victoire de sa carrière. En mai, les Brabham à moteur Repco se sont de nouveau illustrés grâce à la première victoire en Grand Prix de Denny Hulme à Monaco. Puis à Zandvoort, Colin Chapman a sorti sa dernière arme, la Lotus 49, dotée du nouveau moteur Ford Cosworth Double 4 Valves. Pour sa première course avec cette voiture, Jim Clark l'a emporté. 2 semaines plus tard, c'est au tour de Dan Gurney de gagner en Belgique au volant d'une de ses Eagle à moteur V12 Westlake. 4 courses, 4 vainqueurs, 4 voitures, 4 moteurs. Grâce à sa 4e place en Afrique du Sud et sa 3e en Hollande, Denny Hulme est en tête du championnat du monde. L'écurie Walker se débat en queue de classement. Seifert a terminé 4e à Watkins Glen en 66, mais en 67, il a cassé 2 moteurs, fini 10e à Zandvoort et 7e à Spa. Jackie Stewart est toujours chez BRM. Il doit choisir entre l'inhabituel et peu fiable moteur H16 ou le faiblard V8 de 2 litres 1 qui équipe la monoplace numéro 10 lors du championnat hivernal de Tasmanie. Ce moteur s'est bien comporté à Monaco où la puissance n'est pas l'élément le plus important. Les 2 Eagle américaines sont pilotées par Bruce McLaren et Dan Gurney, le patron de l'écurie. Le choix du Mans et de son nouveau circuit Bugatti construit au milieu du parking, derrière le paddock réservé aux 24 heures, n'a drainé que peu de spectateurs. Fêter ici l'anniversaire du premier Grand Prix de France, couru au Mans en 1906, n'était pas une raison suffisante pour courir l'édition 66 sur un circuit au tracé si simpliste. Ferrari est venu avec 2 voitures, mais un seul pilote, Chris Amon. Son coéquipier, Mike Parks, a été gravement blessé aux jambes dans un terrible accident survenu à Spa. Quant à Ludovico Scarfiotti, témoin de l'accident, il a décidé de s'éloigner quelque temps des circuits. Le moteur Ford Cosworth DFV développant près de 400 chevaux, le V12 36 soupapes de la Ferrari n'est donc plus le moteur le plus puissant sur le circuit. Jim Clark, vainqueur aux Pays-Bas, s'efforce de suivre le rythme imposé par son coéquipier Graham Hill, nouveau venu dans l'écurie Lotus, après 7 saisons chez BRM. Graham, en dépit de problèmes d'allumage, décroche la pole à 1/10 de seconde devant Jack Brabham. Utilisant exclusivement le moteur Cosworth et le châssis exceptionnel conçu par Colin Chapman, l'avenir de l'écurie Lotus s'annonce des plus radieux. Guy Ligier doit en revanche se contenter d'une Cooper Maserati peu compétitive, tout comme l'écurie Walker et Pedro Rodriguez. Seul Jochen Rindt parvient à réaliser un temps convenable à bord d'une telle monoplace. Joe Seifert sort, s'offrant une dernière chance de faire exploser le chronomètre. Mais en première ligne, on retrouvera Hill, Brabham et Gurney, suivis de Clark et McLaren sur la 2e ligne. Le jour de la course, le directeur de l'écurie, Roy Salvadori, et Ines Ireland
encourage l'étoile montante Jochen Rindt. Il en est à sa 3e saison chez Cooper et son meilleur résultat remonte à l'an dernier quand il a terminé 2e du Grand Prix des États-Unis. Jackie Stewart discute avec Louis Stanley et son épouse Jean de BRM. Colin Chapman, qui ne veut pas se salir les mains, change des bougies avec Keith Duckworth, le Worth de Cosworth. Ils essayent de trouver ce qui provoque des ratés et ce qui a empêché Clark d'être en première ligne. Peine perdue, durant la nuit on changera tout simplement le moteur de Jim. Dennis Jenkinson et Phil Hill, qui a mis un terme à sa carrière, sont parmi les spectateurs. La ligne d'arrivée du circuit Bugatti se trouve dans la ligne droite des 24 heures. Il y a donc tout ce qu'il faut pour accueillir les spectateurs. Les Cooper, à l'instar de celle de Ligier, ont un nez raccourci pour améliorer le refroidissement. Finalement, BRM décide de donner le V8 à Jackie Stewart et les H16 à Chris Irwin et Mike Spence. Le père de BRM, Raymond Mays, doit sûrement se demander si le H16 est vraiment une si bonne idée. Je suis sûr que le dessinateur humoristique Russell Brookbank trouvera une manière originale de représenter ce dilemme dans le magazine Motor de la semaine prochaine. Durant les essais, Denny Hulme et sa Brabham BT24, numéro 4, ont tourné à plus de 1,5 seconde du patron, Blackjack. Les pneus compétition font désormais 12 pouces de large et leurs sculptures se font de plus en plus discrètes. Je pense qu'un jour, pour accroître encore la tenue de route, elles finiront par disparaître, purement et simplement. Le règlement stipule que le système d'échappement ne doit pas dépasser de plus de 25 cm de l'arrière de la voiture. Mais le moteur DFV a besoin de tuyaux longs pour une extraction maximale. Le rusé Colin a donc rajouté un arceau à l'arrière de la boîte de vitesse pour que les extrémités des pots d'échappement soient à distance réglementaire de l'arrière de la voiture. Brabham, Hill et Hammond portent les toutes dernières combinaisons inifugées. Quelques minutes avant le départ, les pilotes sont perdus dans leurs pensées, à l'instar de Jim Clark et Jochen Rindt, murés dans le silence. Les voitures s'installent enfin sur la grille, située en arrière des stands. 20 000 spectateurs seulement ont fait le déplacement, alors que le circuit en accueille 10 fois plus pour l'épreuve reine des 24 heures du Mans. L'atmosphère n'est donc pas particulièrement enflammée. On retrouve donc Hill en pole position, accompagné sur la première ligne de Brabham et Gurney. Suivent Clark et McLaren, respectivement sur Lotus et Eagle. Les Eagles de All-American Racer, avec leur nez simple et élégant, ont un air un peu agressif. Tout comme leur insigne, typiquement américain et dont elles tirent leur nom. L'énorme drapeau tricolore qui s'abat devant les voitures donne le départ de la course. Graham Hill conserve sa première place tandis que les voitures s'élancent vers la passerelle Dunlop. Hill mène devant Gurney, Brabham et Clark. À la fin du premier tour, le classement est toujours le même. Mais la Ferrari de Chris Amon a pris l'avantage sur l'Eagle de McLaren. Brabham prend ensuite le meilleur sur Hill. Clark est 3e, Gurney 4e et Amon pointe en 5e position. Hulme est 6e et Rindt un peu distancé 7e. Quant au pauvre Seifert, il est pour l'instant lanterne rouge. Quelques tours plus tard, Hill double Brabham sous la passerelle Dunlop. Clark, avec son nouveau moteur, est dans les échappements des deux hommes de tête. Au tour suivant, il réussit à s'intercaler entre Hill et Blackjack. Les Lotus font pour l'instant un doublé. Rapidement, Clark et Hill creusent l'écart. Avant le S, les voitures appuient à droite pour se faufiler entre les sapins. Guy Ligier est le premier à s'arrêter dans les stands pour faire réparer son accélérateur. Il reprend finalement la course, mais en dernière position. Puis c'est au tour des Lotus de connaître leur premier déboire. Il s'arrête, le différentiel de sa boîte ZF ayant rendu l'âme. Mésaventure qui ne tardera guère à arriver à Jim Clark. Jack Brabham se retrouve alors en tête, suivi par Gurney et son Eagle.
L'Américain parvient à faire jeu égal avec l'homme de tête, sans pour autant réussir à le dépasser en raison du tracé du circuit. Amon, décroché par Hulme, est un 4e esselé. Gurney et Brabham, en revanche, se livrent une lutte acharnée pour la première place. Pedro Rodriguez roule bien, jusqu'à ce qu'un joint d'arrivée d'essence cède et que le Mexicain se retrouve noyé par le carburant. Stewart sur BRM remonte au classement grâce aux abandons de ses concurrents, mais il compte déjà un tour de retard. Ligier, quant à lui, en compte bientôt 2 sur Hill et Amon. Seifert bénéficie également des abandons en cascade et depuis la disparition de Rodriguez, il pointe en 7e position sur les petits papiers de Rob Walker. Gurney fait bientôt les frais de cette guerre d'usure. L'injection de son Eagle rend l'âme, permettant à Brabham de mener avec une avance considérable. Jochen est sur le bas-côté. Un des pistons du Velouz Maserati a cédé. Seifert se retrouve 5e et par là même dans les points. Denny Hulme est 2e derrière son patron. Les 2 V8 de chez Repco tournent comme des horloges. Amon est 3e, devançant Stewart et sa BRM 2 litres, qui est à 1 tour derrière. Chris Irwin, au volant de sa BRM H16, double bientôt Seifert pour empocher la 5e place. Des 16 pilotes présents au départ, seuls 7 sont encore en course, jusqu'à l'abandon d'Amon sur problème d'accélérateur. Rob et Betty Walker s'apprêtent à fêter ça dignement. La démonstration de Brabham se poursuit. La BRM d'Irwin commence à perdre de l'huile et je me demande s'il va pouvoir arriver au bout. Rodriguez a réussi à emprunter un joint. Il est de retour sur le circuit avec 4 tours de retard, ce qui ne l'empêche pas de rentrer dans les points. Stewart concède de nouveau un tour, mais conserve sa 3e place. Irwin connaissant des ennuis mécaniques, je me demande si Seifert va pouvoir marquer quelques points. Rob lui fait signe de continuer. Stewart prend un tour à la BRM fatiguée d'Irwin, prêt à le pousser jusqu'à l'arrivée s'il le faut. Rob vérifie les chronos. 2 tours à parcourir. Rien n'est perdu pour Seifert s'il veut décrocher la 4e place. Roy Salvadori, le responsable de l'écurie Cooper, vient présenter ses excuses à Rob quant à la fiabilité du moteur Maserati. Chris Irwin entame finalement son dernier tour. Il est grand temps. La fuite d'huile commence à prendre une ampleur inquiétante. Malheureusement, il ne terminera pas. Johnny Lourani pense que plus tôt ça se terminera, mieux ce sera. Seifert se lance dans son dernier tour. Il va découvrir la BRM d'Irwin arrêtée sur le bord du circuit. Black Jack l'emporte haut la main. 5 pilotes différents ont remporté les 5 premières courses de l'année. Hulme arrive derrière Jack, mais conserve sa première place au championnat du monde. Seifert décroche la 4e place à la plus grande joie du couple Walker. Au championnat, Hulme mène devant Brabham. Seifert se fait soigner, ses pieds ayant été soumis à rude épreuve. Après une courte interruption, j'ai de nouveau le temps de suivre la Formule 1 de près, cette fois-ci en Italie. Depuis Le Mans, Clark a gagné le Grand Prix de Silverstone, Hulme celui d'Allemagne et Brabham celui du Canada. Denny Hulme compte 7 points d'avance au championnat du monde. Honda a repris la compétition avec des résultats mitigés. L'écurie était absente en France, mais Surtees est présent ici avec la nouvelle Honda Lola, une monoplace construite à la va-vite, à partir d'un châssis RA300 Lola et d'un V12 Honda. Lotus aligne 3 voitures, celles des incontournables Hill et Clark, plus une pour le régional de l'étape, Giancarlo Baghetti.
Ce dernier s'est fait des plus discrets depuis sa superbe victoire à Reims à ses débuts il y a 6 ans. Il n'a participé qu'à 2 Grands Prix depuis 1964, les 2 épreuves de Monza. Lorenzo Bandini est décédé 4 jours après son accident de Monaco et le Commendatore a décrété qu'aucun pilote italien n'était actuellement capable de conduire une des Formule 1 de la Scuderia. Chris Amon porte donc seul les couleurs du Cavallino Rampante. Joe Seifert est toujours chez Rob Walker, mais il n'a pas réussi à terminer la moindre course depuis sa 4e place au Mans. BRM aligne 3 voitures à moteur H16 pour Stewart, Spence et Irwin. Celle de Stewart, la numéro 34, a fait le meilleur temps du trio en réalisant le 7e chrono. Tony Rudd doit regretter de ne pas avoir choisi un moteur de configuration plus simple. Tandis que Jackie Stewart attend, assis sur la murette des stands, avant de s'élancer pour la dernière séance d'essai. Samedi matin, le temps est absolument radieux. Et la séance d'essai ne devant pas débuter avant la fin de l'après-midi, j'ai tout le temps de flâner dans le paddock pour admirer les belles mécaniques qui sont ici légion. Certaines monoplaces sont déjà fin prêtes, tandis qu'on passe un dernier coup de chiffon sur les autres. Les Brabham Repco sont un véritable modèle de fiabilité. Hulme et Brabham ayant fini dans les points dans 5 des 6 courses de l'année. Pourtant, Blackjack a l'air morose. L'allure des Lotus n'a pas changé, mais elles sont désormais équipées du nouveau V8 Cosworth. Jim Clark l'a emporté aux Pays-Bas et en Angleterre, mais en raison d'ennuis mécaniques à répétition, le pauvre Graham n'a terminé qu'une seule des 6 courses de l'année au volant de la Lotus 49. Tandis que Clark s'élance pour les essais, je me dis que si le moteur DFV peut briller, c'est bien ici à Monza. Jackie Stewart est le 2e à partir, très motivé pour améliorer sa 7e place sur la grille de départ. La Cooper Maserati de Guy Ligier devrait, comme d'habitude, se retrouver en fond de grille. Les Cooper usines ont eu plus de chance. Maserati a retravaillé les culasses en vue de la course. Enzo Ferrari explique pourquoi il fait si peu de cas des pilotes italiens. Même Ludovico Scarfiotti, pourtant vainqueur ici l'an dernier, ne trouve pas grâce à ses yeux. Il est juste bon à faire des courses de côte, déclare le Commendatore. Comme toujours, Raymond est le seul à défendre les couleurs de Ferrari. Il a décroché la 5e position sur la grille avec sa nouvelle monoplace. Le V12 Ferrari possède désormais des culasses à 4 soupapes par cylindre. Ludovico Scarfiotti, pour sa part, a rejoint l'écurie de Dan Gurney au American Racer et c'est Eagle. Bruce McLaren, quant à lui, pilote désormais sa propre voiture. John Surtees discute des performances de sa Honda Lola avec son patron. Son chrono lui permet de figurer en 9e place sur la grille. Et soudain, la pluie se met à tomber. C'est un véritable déluge qui s'abat sur Monza, mettant fin à tout espoir de voir les places changer sur la grille. Voilà qui fait les affaires de Jim Clark. La pluie va lui permettre de conserver la pole sans avoir à lever le petit doigt. Profitant d'une accalmie, Scarfiotti sort au volant de son Eagle. Le dimanche, le soleil darde ses rayons sur Monza. Toute l'Italie semble s'être donné rendez-vous pour suivre cette course où 5 marques, dotées de 5 moteurs différents, occupent les 2 premières lignes de la grille de départ.
Dommage pour Ferrari, qui ne peut aligner pour son Grand Prix qu'une seule monoplace pour faire rêver ses milliers de fans. Les mécaniciens procèdent au dernier réglage. Durant la nuit, Honda a effectué des réglages dans un garage à l'extérieur de Monza. Et la monoplace arrive au dernier moment pour prendre le départ. Le nouveau venu, c'est Bruce McLaren. Sa M5A n'a couru qu'une seule fois au Canada. Le nouveau V12 BRM a permis à Bruce d'être aujourd'hui sur la première ligne aux côtés de Clark et Brabham. Seifert arrive dans les derniers au paddock, au volant de sa Ferrari 250. La Honda Lola fin prête rejoint la piste. La McLaren, quelque peu dépouillée, la suit. Son châssis monocoque est équipé du nouveau moteur BRM. C'est un V12 à 60 degrés avec injecteur Lucas et des orifices d'admission entre les cames. Viennent ensuite les Cooper Maserati de Rindt et de Ligier. Firestone prévoit d'installer une usine en Angleterre pour fabriquer des pneus. John Surtees est confiant. La conception de sa nouvelle voiture lui a donné beaucoup de travail, au point que certains ont baptisé cette monoplace Surtees Special. La Brabham à moteur Repco de Blackjack partira du milieu de la première ligne. La BRM de Jackie Stewart est plus loin. La Lotus de Graham Hill compte plus d'une seconde de retard sur celle de Clark. Graham ne partira donc que de la troisième ligne, à côté de Stewart. Jim Clark et sa numéro 20 seront en pôle, et Keith Duckworth pousse. Les tribunes sont pleines à craquer quand les voitures s'élancent. Après une course dominée de la tête et des épaules par Clark, John Surtees prend la tête à moins d'un demi-tour de l'arrivée, Jim étant tombé en panne d'essence. C'est la première victoire de l'écurie Honda depuis ses débuts en compétition avec Richie Ginter il y a 2 ans au Mexique. Les tifosi portent Surtees en triomphe. Certes, la Ferrari n'a pas gagné, mais rien ne les empêche de faire une ovation à un ancien pilote de la Scuderia. J'arrive à Silverstone pour voir le fils de Sid Walkinshaw, Tom, amener un des premiers tracteurs fabriqués par David Brown et qui sera exposé pour la réunion de la MOC. Lors du briefing de la principale course de la journée, le Martini Trophy, je reconnais nombre de pilotes de talent. Le club a rassemblé l'élite, un cocktail idéal pour ce Martini. En première ligne se trouve la GT40 de Paul Hawkins, la Lola de Mike de Judy et la Ford F3L de Frank Garner. Le champion du monde, Denny Hulme, a décroché la pole avec la toute nouvelle Lola T70 Mark III à moteur V8 Chevrolet de Sid Taylor. Denny va-t-il une fois de plus remporter cette épreuve ? Le prototype Ford, construit par Alan Mann, est équipé d'un Cosworth DFV de 3 litres. C'est l'Australien Frank Garner qui est au volant. Mike de Judy a gagné à Villarreal, au Portugal, au volant de sa propre Lola. Avec l'Australien Paul Hawkeye Hawkins, on trouve 3 représentants de l'hémisphère sud sur la première ligne. L'ambiance est plutôt morose. Quelques semaines plus tôt, Jim Clark, le plus grand pilote britannique, double champion du monde, s'est tué dans une petite course de Formule 2 sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne. Garner prend un départ canon et mène devant Hulme en arrivant à Copse. Il est toujours en tête en arrivant à Woodcote, le néo-zélandais étant sur ses talons. La GT40 d'Edward Nelson est 4e, derrière de Judy. Le peloton est emmené par Paul Hawkins, retardé par la touchette de David Hobbs et Ron Fry, ce qui leur a d'ailleurs coûté une sortie de route à Copse. Au tour suivant, la bagarre entre l'Australien et le Néo-Zélandais fait rage. De Judy dépasse les voitures plus lentes. Au 19e tour, Garner et Hulme ont pris un tour à tout le monde et continuent de se livrer un combat homérique. La petite Ferrari Dino de Tony Dean est en 8e position et la GT40 de David Prophet est 5e.
Suite à des ennuis électriques, De Judy doit abandonner. Hawkins se retrouve alors en 3e position, Prophet en 4e. Sadler s'est hissé à la 5e position. Bill Bradley à la 6e avec sa Porsche 907. Mais il concède un 2e tour de retard à Gardner, l'homme de tête. Les Lotus et les Chevrons, en plein milieu de peloton, descendent Hangar Straight. Il y a une Lola derrière qui veut doubler. Puis, à Beckett, Hulme sort de la piste. Garner, pour la première fois de la course, se retrouve seul en tête avec 15 secondes d'avance après avoir de nouveau pris un tour à son compatriote Paul Hawkins. La Chevron Climax de Tony Bison prend feu, une durite d'huile ayant crevé. Un début d'incendie est rapidement maîtrisé par les commissaires de course. Puis c'est au tour du moteur de Gardner de rendre l'âme, dommage pour l'écurie d'Alan Mann. Denny Hulme se retrouve donc premier avec 2 tours d'avance. La tradition est respectée. Il l'emporte devant les GT40 d'Hawkins et de Nelson. Tony Dean, l'homme du Yorkshire, est un surprenant 4e avec sa Dino 2 litres. Il devance la GT40 de Peter Sadler et la Porsche 907 de Bill Bradley. Roy Pike, au volant de l'autre 907, termine 7e devant la Lotus 47 de John Miles et la Chevron de Digby Martland. David Prophet, contraint de s'arrêter pour refaire le plein de sa GT40, se retrouve à la 10e place, devant la Chevron d'Alan Rollinson, la Porsche de Chris Ashmole et la Lotus 47 de Tim Schenken. Denny Hulme reçoit son habituelle couronne. Le champion du monde est passé en catégorie F1 de Brabham à McLaren en 1968. Son meilleur résultat à bord de la M7 à moteur Cosworth a été 2e au Grand Prix d'Espagne. Après Silverstone, il va l'emporter en Italie et au Canada pour terminer 3e au championnat du monde, derrière Graham Hill, sacré meilleur pilote avec Lotus, et Jackie Stewart sur Matra. Presque un an s'écoule avant que je reprenne ma caméra. Je me rends de nouveau à Silverstone pour assister au Grand Prix d'Angleterre. En 1969, Jackie Stewart, sur la Matra MS-80 de Ken Tyrrell, domine outrageusement la compétition. Seule la victoire du champion du monde en titre, Graham Hill, est venue troubler la série de 4 victoires de Stewart. Hill, le vétéran de 40 ans, commence à être éclipsé par le talent de son jeune coéquipier, Jochen Rindt. C'est d'ailleurs lui qui décroche la pole au volant de la Lotus 49B à moteur Cosworth de l'écurie Goldleaf Lotus. Stewart sera à ses côtés, son temps étant inférieur de 4/10 de seconde. À l'extérieur de la première ligne, on retrouve le champion du monde 67, Tony Hulme, au volant de la McLaren M7, propulsée elle aussi par un moteur Cosworth. Mon intérêt pour la Formule 1 a été quelque peu ravivé par le fait que certaines des meilleures écuries ont mis au point des versions 4 roues motrices. Mais elles sont tout au fond de la grille de départ. McLaren aligne un de ses modèles, la M9A, pilotée par Derek Bell. Quant à l'écurie Lotus, sa 4 roues motrices s'appelle 63. La première est pour John Miles, l'autre pour Joe Bonnier, qui devait piloter sa propre 49B, mais qui l'a restituée à l'écurie usine sur la demande de Colin Chapman. À l'issue des essais, Bonnier pointe en dernière position sur la grille. À ses côtés, on trouve la version 4x4 de Matra, la MS-84, pilotée par Jean-Pierre Beltoise. Hormis les Ferrari 312 de Chris Amon et Pedro Rodriguez, et les BRM de John Surtees et Jack Oliver, les pilotes sont tous équipés de l'exceptionnel V8 Cosworth. Cosworth aurait d'ailleurs dû aligner sa propre 4x4, pilotée par Brian Redman, mais Keith Duckworth a finalement renoncé. McLaren partage la 3e ligne avec Surtees et Rodriguez. Pierce Courage et Jackie Hicks représentent l'écurie Brabham. Vic Elford pilote la 3e McLaren M7 et a fait le 11e temps, ce qui lui vaudra d'être à 2 places derrière le fidèle pilote de l'écurie Walker, Joe Seifert.
Le Fribourgeois pourra-t-il rééditer sa superbe victoire de Brands Hatch l'année dernière, ou les jours des privés sont-ils définitivement révolus? Après la mise en place, les voitures s'élancent pour de bon, hors de la vue de ma caméra. Lors du premier passage à Woodcote, Rindt mène d'une courte tête devant Stewart. Surtees a pris un départ canon au volant de la nouvelle BRM P139, mais il doit s'arrêter dès la fin du premier tour, ses suspensions avant ayant cédé. Pendant que Rindt et Stewart se battent en tête, Seifert avance à son rythme. Derek Bell participe à son premier Grand Prix avec la McLaren à 4 roues motrices, mais doit abandonner suspension arrière cassée. Après 6 tours, Stewart prend l'avantage au freinage à Stowe et est aussitôt pris en chasse par Rindt. Hulme est 3e devant Rodriguez, Amon, Courage et X. Au 16e passage, tandis que l'homme de tête prend un tour à Beltoise, Rindt parvient à reprendre la première place. Hulme est à 23 secondes derrière, avant que sa McLaren ne donne des signes de fatigue et qu'il soit obligé d'abandonner, arbre à cam cassé. Devant, la bataille se poursuit, et à mi-course, le classement est le suivant: Rindt, Stewart, X, McLaren, Hill et Amon. Lors du dépassement des attardés, Rindt parvient à prendre un avantage d'1,5 seconde sur Stewart. Puis c'est au tour d'Amon d'abandonner, l'arbre de transmission de la Ferrari ayant cédé. Son coéquipier Rodriguez le rejoint bientôt dans les stands, moteur cassé. Joe Seifert pointe du coup en 6e position et dans les points. Mais sa 4e vitesse donne bientôt des signes de fatigue et il doit ralentir. À moins de 20 tours de l'arrivée, Stewart est en tête. Rindt doit entrer au stand, la dérive de son aileron arrière ne tient plus. Il perd 24 secondes et repart pour s'arrêter presque aussitôt pour faire le plein. Il finit 4e. Stewart empoche donc sa 5e victoire en 6 courses. Personne ne peut plus l'empêcher de remporter le titre de champion du monde, alors que nous n'en sommes qu'à la moitié de la saison. Derrière, X termine 2e et en roue libre sur sa Brabham. 2 semaines plus tard, il l'emportera au Nürburgring. Bruce McLaren est 3e devant Rindt, Courage et Elford. Un beau résultat pour la McLaren de Colin Crabb. « 15 mois passent avant que je suive un nouveau Grand Prix. Je décide de prendre ma nouvelle Ferrari 365 pour aller à Monza, un circuit qui, avec le temps, a pris la place qu'occupait dans mon cœur celui de Goodwood. Néanmoins, c'est le cœur lourd que je me remémore les tragédies de ce début de saison 70. Bruce McLaren s'est tué en juin en testant une de ses Can-Am à Goodwood. Quelques jours plus tard, Pierce Courage meurt carbonisé dans l'incendie de sa De Tomaso lors du Grand Prix des Pays-Bas. Ces tristes événements ont perturbé une saison qui s'annonçait des plus disputées. 5 pilotes représentant 5 écuries avaient gagné. Brabham, Stewart au volant de sa Matra, Rindt sur Lotus, Rodriguez sur BRM et X pour la Scuderia. Avec l'arrivée de la nouvelle Lotus 72, Rindt a outrageusement dominé la saison, gagnant les 4 épreuves suivantes et s'offrant du même coup une confortable avance au championnat du monde. Ferrari aligne ses 312B à 12 cylindres à plat. Fort de la victoire de X à Selweg, la Scuderia aligne ici 3 voitures. La 2 pour le Belge, la 4 pour le petit prodige suisse Claire Gazzoni qui réside non loin à Lugano, et la 6 pour le pilote de voiture de sport Ignazio Giunti. Comme d'habitude, Enzo Ferrari fait son apparition à Monza pour les essais. Les carabinieri n'osent pas lui demander de se lever de la glissière de sécurité, pourtant interdite d'accès au public. Même s'il ne dispose d'aucun pilote italien de grande qualité pour ses voitures chéries,
le Commendator est un peu revenu sur sa prise de position sans appel d'il y a 3 ans. Il avait déclaré qu'aucun pilote italien n'était digne de prendre le volant d'une de ses voitures. Mais les victoires de Giunti aux 12 heures de Sebring et à la Targa Florio lui ont valu d'intégrer l'écurie de Grand Prix pour une course, celle de Spa. Là, il a étonné tout le monde en terminant 4e, ce qui lui a permis d'être présent lors de 3 des épreuves qui ont suivi, et Monza sera aujourd'hui sa dernière participation. Lors des 2 séances d'essai du vendredi, les Ferrari ont d'ailleurs été les plus rapides. X décrochant la pole à 3 dixièmes devant son coéquipier Regazzoni, qui a montré toute sa valeur en terminant 2e derrière le Belge en Autriche. Ken Tyrrell met au point son propre châssis de Formule 1. Mais pour l'heure, ses pilotes, le champion du monde Jackie Stewart et François Sever, le beau-frère de Jean-Pierre Beltoise, disposent de la March 701 moteur Cosworth. Stewart a testé la nouvelle Tyrrell à Monza, mais il s'est montré plus performant sur la March en décrochant le 2e temps des essais du vendredi. Les Lotus de l'écurie Gold Leaf Lotus, les modèles 72, sont pilotés par Jochen Rindt, John Miles et Emerson Fittipaldi, un petit nouveau. Graham Hill se retrouve lui au volant de la voiture de Rob Walker, parrainée par Brooke Bond. Fittipaldi est sorti de la route le matin dans le virage sud et sa monoplace est irréparable. Les March usines, qui arborent les couleurs de la marque STP, sont aux mains de Chris Amon et de Joe Seifert. Colin Crabb et son entreprise d'automobile ancienne alignent une autre March pilotée par un jeune Suédois qui nous vient de la Formule 3, Ronnie Peterson. Brabham aligne les numéros 44 pour Blackjack et 46 pour l'homme aux lunettes, Rolf Stommelen. L'écurie Matra repose exclusivement sur des pilotes de l'Hexagone, Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo. BRM dispose enfin d'une voiture compétitive, la P153, parrainée par Yardley. Pedro Rodriguez s'est montré le plus rapide de leurs pilotes. Le Mexicain, vainqueur cette année en Belgique, est épaulé par Jackie Oliver et par le Canadien George Eaton. Denny Hulme est le pilote numéro 1 d'une écurie McLaren démotivée. Il est aidé par Peter Gettin et Andrea De Adamic, qui n'a terminé qu'une seule course depuis son arrivée dans l'équipe. John Surtees dispose d'une Singleton Surtees TS7 qu'il pilotera lui-même. Il a gagné quelques points en début de saison au volant d'une McLaren. Après maintes mises au point, il espère connaître le succès avec sa propre voiture. Samedi 5 septembre 1970. Je suis les courses automobiles depuis bientôt 20 ans. Mais cette journée restera dans ma mémoire comme l'une des plus noires. Pendant les essais, Jochen Rindt trouve la mort quand sa Lotus 72 percute la barrière du virage sud. Jochen entre dans la légende de la F1 des tranches-façons en devenant le premier pilote à recevoir la couronne mondiale à titre posthume. Son accident enlève à tous les pilotes l'envie de se battre aux essais. L'écurie Lotus, amputée de 2 voitures, annonce que John Miles ne participera pas à la course et Rob Walker décide également de ne pas courir. Les Lotus ayant disparu, et 3 Ferrari figurant parmi les 6 premiers de la grille, les tifosi sont confiants. X partage la première ligne avec la BRM de Rodriguez. Stewart est à côté de Regazzoni sur la deuxième, et Oliver aura Giunti à sa gauche. X prend un excellent départ, Rodriguez peinant un peu à partir. Et la lutte commence.
À la fin du premier tour, le classement est le suivant. X, Rodriguez, Stewart, Regazzoni, Giunti et Oliver. S'ensuit une course typique de Monza, riche en rebondissements, les 4 hommes de tête se relayant à la première place. Pas moins de 28 changements en tête de la course. Mais une telle furie ne convient guère au moteur. Le premier à se retirer est Rodriguez, moteur cassé, au moment où Oliver prend la tête sur l'autre BRM. La Scuderia connaît alors des ennuis mécaniques. Giunti perd son moteur et au 26e tour, X est contraint à l'abandon, moteur cassé également. Mais à mi-course, c'est Regazzoni qui mène, tous les espoirs restent permis pour Ferrari. Les 6 voitures de tête se tiennent en moins de 5 secondes. Regazzoni, Stewart, Oliver, Hulme, Stommelen et Beltoise. Stewart prend la tête au 50e tour, mais Regazzoni le double 3 tours plus tard. Il l'emporte finalement avec 6 secondes d'avance sur Stewart. Les tifosi envahissent la piste, Ferrari gagne chez elle avec un pilote presque italien qui décroche ici sa première victoire. C'est à cette époque que Célia et moi-même déménageons dans le Hampshire. Nous emménageons dans un magnifique vieux presbytère niché dans les Downs, en dessous de la base de la Royal Air Force de Boscombe. Je peux y assouvir ma deuxième passion. En tant qu'ancien pilote de la RAF, je surveille les petits jeunes tout en découvrant leurs nouveaux appareils bourrés de technologie. Nous ne sommes pas loin du circuit de Thruxton. Lors de la réunion du club Ferrari, j'admire les voitures rassemblées ici pour le plaisir des yeux, y compris la toute dernière 312B. En 1974, Ferrari tourne une page en passant sous la coupe du groupe Fiat. Regazzoni et l'ingénieur Foghieri restent, mais l'écurie a un nouveau patron, Luca Di Montezemolo, qui a embauché le pilote autrichien Niki Lauda. Leurs efforts sont récompensés par le doublé réalisé à Jarama en Espagne, par le duo Lauda-Regazzoni, la première victoire de Ferrari depuis près de 2 ans. Mais je m'égare quelque peu. 2 ans auparavant, je m'étais rendu en Italie avec mon club de propriétaires anglais de Ferrari dans le cadre d'un voyage organisé par notre président, le colonel Ronnie Hoare. Notre premier arrêt nous fait découvrir le dessinateur et carrossier Pininfarina. Cette voiture aux allures futuristes a été baptisée Sigma, ou Modulo, et est munie d'un châssis de 512. Je découvre une Dino recarrossée et la nouvelle GT365 C4 en version 2+2 annoncée au récent salon de Genève. Cette usine fabrique de petites quantités de voitures pour des constructeurs comme Fiat, Alfa Romeo ou Peugeot. Nous passons ensuite par l'usine de fabrication de Berlin de Scaglietti, près de Modène, où l'on fabrique les carrosseries des modèles Daytona et Dino. L'atelier de Ferrari est au cœur de Modène. C'est ici que les nouvelles voitures subissent le dernier examen avant livraison. Nous prenons ensuite la route de Maranello et de l'entreprise Ferrari à proprement parler, la Mecque des amateurs du cavallino que nous sommes tous. Au service compétition, nous admirons une 512M, la réponse de la firme italienne au Porsche 917. C'est au volant d'une de ces voitures que Pedro Rodriguez trouvera la mort plus tard dans la saison. Les F1 modèle 312 sont dotés d'énormes prises d'air. Jackie X, fin 70, a remporté 2 des 3 courses transatlantiques. Avec sa victoire en 1971 à Zandvoort, il a terminé 4e du championnat du monde. Jackie Stewart, hors de portée cette année, a gagné 6 épreuves et le titre de champion du monde.
Notre visite s'achève avec les 1000 km de Monza. La pluie battante des essais va empêcher les voitures de sortir et les pilotes seront quasiment invisibles. Vic Elford décroche la pole au volant de sa Porsche 917 5 litres devant X et Regazzoni qui partagent une Ferrari 312P arborant le numéro 15. Le soleil brille pour la course. La 312 et la 512 prennent un départ canon, tout particulièrement celle de Parks. Mais rapidement, les Porsche prennent la tête. Rodriguez est en premier et Seifert deuxième. Le Suisse entre bientôt au stand pour faire nettoyer son pare-brise. Rodriguez et Oliver continuent de mener, Seifert et Bell étant deuxième. C'est d'ailleurs l'ordre à l'arrivée. La domination de Porsche est irrésistible. Les Alphas sont 3e, 4e et 5e. La Ferrari de Müller et Herzog est 6e. Tandis que je reprends le chemin de la maison, je repense à tous les changements survenus dans le petit monde de l'automobile depuis 20 ans. Exit les riches amateurs et les hommes forts en gueule qui donnaient tout son attrait à ce sport. Les premières écuries britanniques emmenées par Cooper et Lotus ont été rejointes depuis par BRM, Brabham, McLaren, Surtees, Tyrrell, March, Williams et depuis peu Shadow. Toutes ont transformé l'univers de l'automobile. Tout a commencé par une révolution technique. Et de fait, ce sport est devenu une affaire de gros sous. Ces images remontent au dernier Grand Prix auquel j'ai assisté, celui d'Angleterre qui s'est couru en 1973 à Silverstone. Les privés, comme Rob Walker, doivent désormais se battre pour trouver un financement pour des budgets à 7 chiffres, sans compter qu'il n'est plus possible d'espérer acheter une Lotus, une Cooper ou une Brabham pour participer à un Grand Prix. Les écuries doivent construire leur propre monoplace pour pouvoir courir. Seule la Scuderia Ferrari a gardé un peu de cette pureté, héritage direct des débuts de l'automobile avec un grand A. Elle résiste tant bien que mal à l'invasion des sponsors en tout genre. En 1973, Jackie Stewart a remporté 3 Grands Prix qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue de 25 victoires. Et il est en bonne position pour remporter une 3e couronne de champion du monde. Lotus, avec Ronnie Peterson et le champion du monde en titre, Emerson Fittipaldi, va donner du fil à retordre à Tyrrell. Peterson a récemment décroché sa première victoire sur le circuit Paul Ricard. Danny Hulme a été rejoint chez McLaren par le bouillonnant jeune Sud-Africain Jolly Scheckter et Peter Rivson. L'ancien champion moto, Michael Wood, a quant à lui rejoint l'écurie Surtees où il côtoie le pilote allemand Jochen Mass et le Brésilien Carlos Pache. Bernie Ecclestone, qui a porté autrefois les couleurs de Connaught, est aujourd'hui le patron de l'écurie Brabham. Plus que quiconque, il est à l'origine de ce qu'est la Formule 1 aujourd'hui. Que ce soit en bien ou en mal, il n'y a plus aujourd'hui de place pour les Rob Walker, les Kenneth McAlpine et autres Karel Godin de Beaufort. Peut-être même plus pour des Mike Hawthorne. En fait, j'ai la nette impression qu'il n'y a plus de place non plus pour un petit caméraman amateur. Alors, quand au 2e tour, un grave accident élimine d'un coup 9 voitures et que les carcasses, rafistolées à la va-vite pour un second départ, sont remises sur la piste, je décide de tirer ma révérence.